Bonjour et bienvenue sur Aki Télé. La culture était au programme ce week-end de notre chaîne avec le Salon du Livre de Saint-Estèphe. Eh bien, on va rester dans cette logique. Nous sommes aujourd'hui à Libourne, au Musée des Beaux-Arts, pour découvrir une exposition d'un très grand peintre français, Toulouse-Lautrec. Tout le monde le connaît. Tout le monde connaît sa période parisienne, en particulier son art incroyable de peindre le Gai Paris. Mais nous allons, avec Caroline Fillon qui est à mes côtés, qui est conservatrice de cette exposition Toulouse-Lautrec, la naissance d'un artiste, présenter les débuts du peintre et finalement un peintre qu'on méconnaît. Alors c'est une expo tout à fait exceptionnelle que vous avez là, Caroline Fillon, puisque 56 œuvres, une cinquantaine d'œuvres en tout cas, vous sont prêtées par le musée Toulouse-Lautrec d'Albi. Et vous en rajoutez quelques-unes, et cette expo va durer près de 3 mois. Alors j'ai largement écouté ce que vous avez dit ce matin. On redécouvre ce peintre et c'est plutôt sa face cachée que vous nous faites découvrir là pendant 3 mois à Libourne. Oui, voilà, effectivement, c'est un Toulouse-Lautrec que l'on connaît peut-être un petit peu moins, puisque loin de la Goulue ou des références au Moulin Rouge, ce sont ces jeunes années que nous évoquons dans cette exposition, c'est-à-dire la naissance, finalement, l'apparition de sa vocation, de ses dessins d'enfants lorsqu'il avait 7-8 ans. Jusqu'à ces dessins d'adolescents, de jeunes adultes, dans lesquels on voit déjà la technique s'affirmer. Et puis une série sur le cirque qui date plutôt de la fin de sa vie, mais dont on voit des références encore qui évoquent les premiers enseignements de son maître libournais René Princeteau, puisque c'est au cœur de cette exposition. 4 thématiques, les paysages ruraux, alors pas forcément dans cet ordre-là, les peintures équestres largement influencées qu'il fut Toulouse-Lautrec par son maître Princeteau, vous venez de le dire, le cirque, qui termine l'exposition, et j'en oublie une. Et la quatrième, en fait, qui est finalement commune à toutes, c'est cette vitrine centrale de l'exposition qui montre des dessins de son père, de son oncle, ses premiers croquis, en fait, qui montrent le vivier, le terreau familial dans lequel il a pu s'épanouir, puisque le dessin faisait partie de la vie de la famille Toulouse-Lautrec. C'est un drôle de bonhomme, Toulouse-Lautrec. Il mesure 1,50 m. Il est atteint de rachitisme, il a une maladie qui l'empêche, très certainement liée à la consanguinité de ses parents, qui l'empêche de grandir. Et il va en quelque sorte aller au-delà de ce handicap, tout comme Princeteau qui a également un handicap. Et il va faire preuve de tout son génie que l'on voit ici dans les vitrines et sur les murs de ce lieu dont on n'a pas parlé, qui est la chapelle du Carmel, il faut le rappeler. Voilà, exactement, la chapelle du Carmel, qui est le lieu des expositions du musée des Beaux-Arts de Libourne. Donc cet été, il y a à peine un peu plus d'un mois, on avait une exposition sur le thème du street art. Donc là, on change complètement de thématique pour pouvoir aussi permettre à chacun de trouver sa place, de se projeter dans nos projets. Et pour revenir à ce que vous disiez, oui, c'était un personnage étonnant, profondément attachant. On le voit dans ses dessins, on le voit dans son travail, on le voit dans sa correspondance aussi. J'invite tout le monde à lire sa correspondance qui a été publiée, où il a des formules absolument charmantes. Et c'est un personnage auquel on s'attache et auquel je me suis attachée en préparant cette exposition. On n'est pas là par hasard parce que bien sûr cette expo, vous allez la réserver au grand public, mais aussi aux scolaires. Et là, ce sont des dessins qui ont été réalisés dès hier par les enfants, sur les chevaux en particulier. Donc vous allez inviter aussi bien les enfants que les adultes à jouer les petits Toulouse-Lautrec, puisque Toulouse-Lautrec a commencé à dessiner, je crois qu'il avait 7 à 8 ans. Donc vous voyez, il fut un précoce en quelque sorte. Alors oui, il a même sûrement dessiné avant. En tout cas, l'un des dessins qu'on présente dans l'exposition date de cette période-là. Et on trouvait important de mettre en exergue aussi dans le discours cette thématique de l'apprentissage, de la formation, du lien entre le maître et l'élève, qui est toujours d'actualité dans n'importe quel domaine aujourd'hui, et faire passer le message, parce que quand on regarde ses dessins quand il a 7 ans, ils sont un petit peu maladroits, c'est normal, ils sont un petit peu naïfs, et faire passer le message que finalement tout le monde a le droit d'essayer. Et donc dans l'exposition, on a dédié ce mur aux jeunes talents, aux futurs talents, ou ceux qui ont envie de s'essayer à croquer ce cheval, ce mannequin qu'ils peuvent manipuler, et à nous laisser en souvenir leur œuvre sur ce mur participatif et collaboratif qui va se remplir tout au long de l'exposition. L'expo est inaugurée ce soir. Là, ce matin, on a la chance de le faire spécialement pour la presse. Inauguration ce soir, vernissage le 8 octobre.
et jusqu'au 8 janvier 2022. Donc vous allez accueillir tout le monde, notamment pendant les vacances de Toussaint et les vacances de Noël, qui seront bien évidemment pour les enfants et pour les grands, deux moments privilégiés pour venir voir cette expo. Exactement, et je rajouterai même jusqu'au 9 janvier, parce que c'est un fait tout nouveau, c'est-à-dire que pour la première fois, l'exposition du Carmel sera ouverte le dimanche, ce qui n'était jamais le cas auparavant. Et là, nous avons pris nos dispositions pour que le public puisse profiter de son week-end, les touristes, voilà, pour prendre le temps de venir voir cette exposition. Naissance d'un artiste, c'est ici à Libourne, c'est la chapelle du Carmel. Nous étions avec Caroline Fillon, on lui souhaite bien évidemment le meilleur succès pour cette expo, on l'espère en tout cas, plein de gens. Et on va continuer notre visite de l'exposition avec l'un des descendants du comte de Toulouse-Lautrec qui va nous présenter son aïeux et qui va peut-être nous livrer quelques indiscrétions sur la vie de celui-ci. L'exposition Toulouse-Lautrec, eh bien, nous recevons dans l'immédiat Bertrand Duvigneau, qui est un lointain descendant de ce magnifique peintre né à Albi, dont le musée bien évidemment se trouve à Albi, mais je vous le rappelle pour la circonstance, et pendant 3 mois, le musée des Beaux-Arts de Libourne reçoit une 60aine d'œuvres de Toulouse-Lautrec, 50 qui sont prêtées par le musée d'Albi. Alors première question que j'ai envie de vous poser, c'est difficile d'être un des descendants de Toulouse-Lautrec? Quand vous vous levez le matin, vous y pensez? Non, heureusement pas, si vous voulez. Mais votre question est intéressante parce qu'effectivement, c'est pas aussi facile dans la mesure où moi, je dois expliquer, je suis donc le petit-fils de son cousin germain, Gabriel Tapier de Céléran, qui était 2 fois son cousin germain et surtout son meilleur ami, puisqu'on le voit sur toutes les toiles, au Moulin Rouge, au Moulin de la Galette, à la Comédie Française. Et au fond, moi, je n'ai pas choisi. Je n'ai pas choisi non plus d'être propriétaire de sa maison natale à Albi, mais je n'ai pas voulu que ma vie soit limitée à cela, si vous voulez, parce que c'est un problème, vous dites difficile. Et effectivement, il aurait été peut-être facile, il y avait une pente assez facile, qui était de se consacrer à mon grand-oncle, à son art. Je suis moi-même historien de l'art, et j'ai pris exactement le contre-pied. Alors justement, votre actualité, on va en parler tout de suite parce que vous êtes parisien. On a bien compris ce matin à travers toute l'info qu'on nous a donnée. La peinture, bien sûr, elle a commencé ici, dans le sud-ouest, mais elle s'est largement poursuivie à Paris. Et si vous dites au commun des mortels, qu'est-ce que Toulouse-Lautrec, ils vont vous dire le gai Paris de la fin du 19e siècle. Donc Paris a largement influencé son art et un petit peu le vôtre aussi d'une certaine façon. Oui, alors aussi, très modestement, mais est-ce que je n'ose pas me comparer? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en ce qui concerne, vous avez parfaitement raison, donc Toulouse-Lautrec, c'est avant tout le peintre du Paris de la Belle Époque, de sa vie nocturne et de ses plaisirs. Mais c'est également, et c'est ça le mérite de l'exposition de Libourne, c'est également un peintre animalier, de la nature, et c'est cette amitié profonde, cette amitié artistique très encouragée par son père et ses oncles avec René Princeteau, qui a fait que donc ils ont travaillé ensemble. Princeteau a été son premier professeur. Princeteau a joué un rôle, je dis souvent que Princeteau a joué peut-être le rôle que Léopold Mozart a joué auprès de son fils Wolfgang, puisque Pygmalion, oui, il avait compris qu'il avait cet ami petit, handicapé comme lui, mais qui avait un génie. Et Princeteau avait compris que lui était très talentueux, mais n'avait pas le même génie, si vous voulez. Et donc tout ceci se passe à Paris. Mais ça a commencé effectivement dans cette amitié entre des Albigeois et Libournais, 2 familles un peu du même milieu social, comparables. Et après, Toulouse-Lautrec, évidemment, devient tout à fait différent et s'éloigne un petit peu de Princeteau, puisque Princeteau reste très conventionnel, alors qu'on peut dire beaucoup de choses de Toulouse-Lautrec, mais pas qu'il était conventionnel. Alors vous allez faire une conférence ici, très prochainement, je ne sais pas si c'est au musée ou ailleurs, sur le Toulouse-Lautrec que vous connaissez, l'exposition que nous voyons ici à Libourne. Vous sortez un livre, je crois, très prochainement. Oui, alors je suis historien de l'art. J'ai consacré ma vie donc à 2 choses. J'étais président de Christie's, la maison de vente aux enchères, à Monaco, à Paris. Je suis également impliqué dans beaucoup de fondations dans le monde entier pour restaurer des monuments. J'ai restauré beaucoup de monuments au Pérou, au Brésil, dans toute l'Europe, en Asie du Sud-Est. Et je vais avoir un monument très important dont j'ai pris l'initiative de remonter, qui s'appelle la Chancellerie d'Orléans et qui va être ouverte la
semaine prochaine, c'est une autre histoire que je serais heureux de vous raconter une autre fois. En ce qui concerne mon livre, il est encore sur tout à fait un autre sujet. C'est sur la famille de Télusson, une très grande famille de mécènes de l'art qui étaient des Huguenots provenant de Paris, de France, qui se sont fixés à Genève et puis qui sont revenus à Paris et à Londres et qui pendant 3 siècles ont été les clients de Vigée-Lebrun, L'Argillière, Rigaud, Quentin Latour, David, Houdon et j'en passe d'autres. Et si vous voulez, c'est un nom complètement inconnu. Personne ne connaît ce nom, sauf il y a simplement un arrêt d'autobus qui porte leur nom à Genève. Et j'ai trouvé intéressant de sortir un livre sur cette famille et son mécénat artistique. Vous disiez que vous représentiez la maison Christie's. Qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui un Toulouse-Lautrec? Est-ce que ça se vend déjà? Est-ce qu'on arrive à acquérir un Toulouse-Lautrec? Alors, je ne suis plus chez Christie's depuis longtemps, mais je peux vous dire, effectivement, je connais le marché de l'art et en particulier le marché de Toulouse-Lautrec. Quand vous dites quel est le prix d'un Toulouse-Lautrec, ça n'a pas de prix. Si vous voulez, non, vous avez des dessins, vous avez des lithographies, vous avez des affiches, vous avez des huiles, certaines sont très achevées, certaines le sont moins, certaines sont grandes. Certaines sont, à l'image de ce qu'on voit ici. Ce que vous voyez ici, vous voyez l'hétérogénéité, c'est tout à fait normal. Oui. Donc vous ne pouvez en aucun cas comparer le prix d'un dessin qui est quelques milliers d'euros ou dizaines de milliers d'euros d'un grand tableau achevé où on parle évidemment là de plusieurs millions de dollars. Est-ce que Toulouse-Lautrec peut être rangé parmi les plus grands peintres contemporains de cette fin du 19e siècle qui en comptait beaucoup? Je pense à Gauguin en particulier, à Van Gogh. Est-ce que Toulouse-Lautrec, c'est l'équivalent de ces deux-là? Ah oui, si vous voulez, Toulouse-Lautrec, c'est assez particulier parce qu'il a certainement une place à part. Il ne faisait pas partie du mouvement impressionniste. Il avait bien connu Degas, il avait beaucoup fréquenté Degas, mais il n'était absolument pas un impressionniste au sens strict du terme. On peut dire que c'est plutôt un post-impressionniste. Et il y a une chose aussi très intéressante qu'on voit dans l'exposition, c'est qu'il n'était pas passionné par les paysages. Il était passionné par la nature humaine et tous les aspects de la nature humaine. Et donc, en fait, Toulouse-Lautrec fascine, et son nom est connu dans le monde entier, parce qu'il représente effectivement des aspects de la nature humaine pris dans le Paris de la Belle Époque et dans ces milieux nocturnes qu'il a su symboliser pour toujours, un peu comme Andy Warhol a su symboliser en fait son époque. Et comme Andy Warhol, il a également fait des multiples, les affiches. Ce sont deux artistes tout à fait différents, mais tout de même qui sont extrêmement connus dans l'imaginaire mondial, je dirais. Il était avant-gardiste. Vous le décriveriez comme ceci? Oui, il était extrêmement avant-gardiste, à la fois dans son art. C'est d'ailleurs pour ça que de son vivant, il n'était pas forcément apprécié. C'est pour ça que les musées nationaux ont refusé, juste après sa mort, la donation immense que ma famille a proposée. Et qui Degas n'avait pas acheté de peinture, me semble-t-il, de Toulouse-Lautrec. Je ne crois pas. Et je pense que Toulouse-Lautrec faisait son travail de son côté. Il savait qu'il était différent de tout le monde, il était différent physiquement, il était probablement différent socialement, il était différent psychologiquement, et ça lui était complètement égal. Parce que s'il y a un mot qu'il faut retenir pour Toulouse-Lautrec, c'est la liberté. Et il disait « je suis fou d'être libre dans l'art », et ça c'est la liberté qui est le mot qui en dehors du talent, voire du génie, c'est ça qui caractérise davantage Toulouse-Lautrec que toute autre chose. Et l'artiste de façon générale. Nous étions ravis de recevoir Bertrand Duvignaux ce matin qui nous a parlé mieux que quiconque de son ancêtre, Henri de Toulouse-Lautrec, à qui nous consacrons une bonne partie de notre émission sur Aki Télé ce matin. Nous sommes avec un homme qui est absolument essentiel, Benjamin Beuger, qui a quelque sorte eu carte blanche pour scénariser cette expo. C'est pas si simple, il faut de la lumière, il faut un scénario, à l'image par exemple de cette espèce de scène de cirque que vous avez reconstituée à la fin. Alors vous êtes un professionnel et vous n'en êtes pas à votre coup d'essai. Non, tout à fait. Je suis scénographe de métier. Qu'est-ce qu'un scénographe? Alors la scénographie, si je rentre là-dedans, ça peut être un peu long, je vais faire court. C'est le rapport de la circulation, c'est-à-dire la circulation visuelle, la circulation du corps. Comment on va faire circuler
l'humain dans sa propre histoire, dans nous l'histoire d'une exposition. Et là, ici, c'est entre Princeau et Toulouse-Lautrec. Et c'est le propos en lui-même de cet échange-là qui a fait naître, et le lieu évidemment, la chapelle du Carmel, qui a fait naître la scénographie en elle-même. Donc il y a les éléments scénographiques sur lesquels on va accrocher les œuvres, la lumière évidemment, puisque c'est par la lumière qu'on va guider aussi beaucoup le regard, et la signalétique, où se trouvent les textes qui sont positionnés dans des choix particuliers vous pourrez voir sur l'exposition. Qu'est-ce qui est le plus important? Ce sont les œuvres, parce que vous parlez de signalétique qui raconte un petit peu cette complicité entre ces deux peintres. Hein. Le maître au départ c'était Princeau, l'élève c'était Toulouse-Lautrec, et puis après les choses se sont un petit peu inversées. Mais finalement le plus important, ce qui doit attirer l'œil, c'est tout de suite les peintures de ces deux artistes qui sont exposées. Est-ce que vous avez des petits trucs, parce que vous avez du métier certainement, là très concrètement dans cette expo, tout de suite quand vous êtes rentré dans cette salle, vous vous êtes dit je vais mettre en valeur quoi? Très concrètement, qu'est-ce qui a attiré votre œil de professionnel? D'abord, j'avais pas encore les œuvres. J'avais l'histoire, j'ai rencontré Caroline Fillon, elle a fait appel à moi fin avril. Elle m'a raconté toutes les histoires, le propos, les sujets, et elle m'a raconté les œuvres. Moi, je ne les ai pas vues. Donc d'abord, je viens et je regarde le lieu, ce qu'il propose. La lumière, donc les intensités lumineuses et l'architecture en elle-même. Ici, on est dans une chapelle, donc il y a un rapport au rectangle, mais un rapport aux courbes aussi avec l'ensemble des voûtes. Et suivant ensuite par rapport au sujet, vous avez parlé tout à l'heure du cirque, il y a des courbes qui sont revenues assez naturellement, et pour être le support en effet de ces œuvres, puisque le plus important c'est le visuel. Et on espère que ça sera particulièrement bien réussi. Benjamin Beger était avec nous. Vous avez sans doute d'autres expositions à faire. Quel est votre prochain défi, par exemple, Benjamin? Alors moi, je suis artiste, je suis scénographe, mais aussi artiste. J'ai une carrière artistique que faites-vous qui me en prend particulier? Des installations, vidéos et performances, mais aussi du dessin, de la peinture évidemment, mais particulièrement installations et performances. Là, j'ai fait une grosse exposition à la DRAC en juin de Bordeaux. Vous êtes bordelais? Alors Bordeaux, je suis français et suisse. Je suis entre la France et la Suisse, mais sinon je suis à Bordeaux. Ouais. Merci Benjamin, merci de nous avoir un petit peu expliqué en quoi un scénographe était essentiel à une exposition de peinture. On va continuer à se promener. Christophe Luc-Robin avec nous pour cette exposition Toulouse-Lautrec. Naissance d'un artiste, on y aura passé la journée à Libourne, et qu'est-ce qu'on est content d'être avec le délégué à la culture c'est important bien sûr, et vous êtes délégué depuis peu de temps puisque ça fait à peu près 3 mois que vous y êtes désormais, Christophe Luc. En quoi la culture est-elle importante pour cette Bastide, pour cette ville de Libourne qui est en pleine expansion désormais? Écoutez, merci. Je crois qu'elle n'est pas plus importante que pour une autre ville ou un autre endroit. On n'a pas de particularité de ce côté-là. En revanche, on a une volonté forte vous avez dit, je vous en remercie, vous avez souligné la volonté que nous avons de donner à Libourne un peu plus d'élan. Et dans cette attractivité de notre ville, il est évident que, comme ailleurs, mais ce qui nous préoccupe, c'est Libourne, eh bien, c'est d'avoir des programmes culturels et une vie culturelle qui soit riche, variée et qui puisse intéresser toutes les générations parmi nos concitoyens, et puis aborder le plus grand nombre de thèmes possibles, le plus grand nombre d'expressions possibles. Hein, la culture, c'est pas monolithique, je sais que je ne vous apprends rien, et donc nous essayons d'offrir cette variété de culture. Aujourd'hui, vous êtes là pour cette exposition que vous citez, c'est quelque chose finalement d'assez classique. Hein, une exposition consacrée. Moins quand il s'agit de Toulouse-Lautrec à Libourne. Parce que alors oui, si vous voulez. C'est classique, oui et non. Voilà, alors vous avez raison, merci une fois encore. Oui, ce qui est classique, c'est probablement Toulouse-Lautrec. Quand il a commencé sa carrière, il ne passait pas pour un classique. Aujourd'hui, c'en est un. Quand il l'a fini, j'ose m'exprimer. Oui, voilà. Comme quoi la notoriété et la postérité n'est pas toujours ce que l'on croit qu'elle sera. Mais ce qui n'est pas banal, effectivement, c'est d'avoir réussi à amener à Libourne une exposition pareille. Et ça, vous avez raison, c'est tout à fait exceptionnel. J'en profite d'ailleurs pour remercier nos amis d'Albi, sans lesquels, évidemment, cette exposition n'aurait pas du tout la même ampleur exceptionnelle dans notre ville. Alors c'est ce qu'on appelle le soft power, ce que les anglo-saxons appellent le soft power, c'est-à-dire
le pouvoir doux, littéralement, faire parler d'une ville par des événements culturels, des événements sportifs. Je sais que Philippe Buisson, Oui. il est très sensible, le sport notamment. Oui. Je l'ai assez vu avec lui, avec le Tour de France cet Oui. été, puis le match des Girondines contre Wolfsburg il n'y a pas si longtemps. Bon, vous êtes de plus en plus actif dans ce domaine-là. Et on peut considérer que la culture, la peinture, faire venir une notoriété comme Toulouse-Lautrec, ça fait partie de ce que nous appelions donc le soft power. Oui, Est-ce oui. que vous, Oui, mais est-ce que bien, vous bien reconnaissez dans ce vocable? Oui, si vous voulez, mais sur la forme, c'est une chose, mais sur le fond, oui, c'est tout à fait cela. L'objectif, c'est de permettre aux Libournais, et même de manière beaucoup plus large, les gens qui viennent à l'exposition, vous pourriez être surpris, il y aura bien sûr des Libournais, mais des gens qui vont venir de beaucoup plus Bien loin, de Bordeaux, de l'arrondissement de Libourne. Donc une exposition de cette qualité, je le dis avec d'autant plus de mérite que vous savez, c'est pas l'adjoint au maire qui a fait l'essentiel du travail. Hein. Je n'ai pas de mérite personnel à en tirer. En revanche, Madame Fillon, pas mal. voilà, par contre. les services de Libourne, les services aussi d'Albi, je le redis, leur association nous offre et nous offrira. J'invite les Libournais et les Libournaises à venir le plus nombreux possible. Donc voilà, oui, ça pour moi c'est quelque chose d'important, c'est une réussite que l'on puisse proposer ça. Donc je disais une forme cette fois-ci assez classique de culture, mais puisque vous m'avez posé la question plus largement sur la culture à Libourne, il y a l'exposition précédente était une exposition de street art. Et, En lien direct avec Fest Art, qui est la grosse manifestation au mois d'août cette année, Oui. en août 21, qui a repris de plus belle les arts de la rue, et donc c'était en lien direct peut-être avec cette Alors, manifestation. ça s'inscrivait aussi effectivement dans ce côté street, vous l'avez dit, puisqu'un artiste de street art a fait une œuvre de street art sur un très bel oiseau géant qui se trouve sur un mur à l'entrée de ville, sur ce qu'on appelle la route de Castillon. Et cette exposition de street art, donc, qui était évidemment cette fois-ci un art beaucoup plus contemporain avec de très jeunes artistes, hein, dont la notoriété et la postérité est en devenir, était aussi quelque chose je trouve personnellement très réussi, d'autant plus que j'étais un peu moins familiarisé avec ce type d'œuvre, à part deux artistes que je connaissais et que je suivais, qu'avec l'œuvre beaucoup plus classique de Princeton, de Toulouse-Lautrec, pardon, Lapsus. Et, Parce que les deux sont présents dans le musée. Les deux sont donc présents. là-dessus, c'est possible, Voilà, hein. on a fait il y a eu une très belle exposition sur le maître. Maintenant, nous recevons l'élève qui avait évidemment dépassé le maître. Mais voilà, oui, ça fait partie de ce souci de variété dans nos choix culturels à destination des Libournais. On va rappeler les dates de cette exposition. On l'a Ouais. déjà fait ce matin, on va le refaire cet après-midi. Ça va donc durer 3 mois. L'inauguration, c'est dans quelques minutes Oui. par monsieur le maire Philippe Buisson. Nous sommes aujourd'hui le 8 octobre. L'exposition va se prolonger jusqu'au 8 janvier 2022. On peut attendre combien de visiteurs? Est-ce qu'il faut se donner un challenge, un seuil, 2000, 3000 personnes sur ces 3 mois? Non, si je vous répondais, ce serait totalement pifométrique. Je n'en ai pas d'idée. Probablement, vous l'avez cité, Caroline Fillon, où les services sont plus habitués que moi. Je ne ferai pas de pronostic. Il faudrait que je fasse une comparaison avec une exposition de ce type qui a eu lieu. En tout cas, oui, ça se comptera en milliers, mais Certainement. quand je vous ai dit ça, je ne suis pas sûr d'avoir renseigné. Mais en revanche, si vous voulez, on vous communiquera les chiffres quand on les aura, et en espérant que ça sera quelque chose de réussi. Mais je veux le croire. La culture, le sport, c'est à Libourne depuis quelques mois, c'est avec Aquitélé, et nous étions avec Christophe Luc Robin, que nous remercions et qui nous Merci à souhaitons vous. une longue vie dans cette fonction Merci. de délégué à la culture. Elle ne fait que commencer, elle va se prolonger longtemps, j'en suis convaincu, Christophe Luc. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée, à bientôt. L'exposition Toulouse-Lautrec se poursuit. Nous sommes dans un lieu absolument formidable. Nous avons quitté la chapelle du Carmel et nous sommes au château Soutard, avec quelqu'un qui en est l'âme d'une certaine façon, Bertrand de Vilaine, que nous allons saluer, qui est un amateur d'art, sinon nous ne serions pas là. Alors j'ai envie de vous dire, Bertrand, aimez-vous déjà Toulouse-Lautrec? Ça paraît évident. Alors, ne pas l'aimer serait fou. Bien sûr que j'aime beaucoup Toulouse-Lautrec. Je connais par chance sa maison qui est à Albi.
je crois que c'est le château du Bosque, je crois, et puis Malromé, et ne pas aimer Toulouse-Lautrec serait de la folie. Mais je suis aussi très, comment dirais-je, admiratif. J'aime beaucoup Princeteau, parce qu'il a toujours aimé la chasse, les chevaux, les carrosses, et ça me passionne. Voilà. Il n'y a pas plus différent que Princeteau et Toulouse-Lautrec. Apparemment, ils se ressemblent, mais les personnalités, entre quelqu'un qui est quand même, qui respecte certaines conventions et une autre qui n'en respecte aucune, bien que étant à peu près issus du même milieu, c'est quand même assez paradoxal. Ah oui, alors je ne parle pas du trait, quoique Princeteau a parfois des traits très proches, enfin, où Toulouse-Lautrec a des traits très proches de Princeteau. Ils s'inspirent l'un de l'autre. L'un de l'autre. Mais il est évident que Princeteau est un peu mondain, puisqu'on peut reconnaître tous les invités qu'il y a eu dans ses chasses à cour, etc. Et que Toulouse-Lautrec vivait dans un autre monde, ça je l'accepte. Mais on ne peut pas aimer l'un sans l'autre, vraiment. Que le château Soutard s'associe à une telle manifestation, ça n'a rien de surprenant, puisque, vous n'aimez peut-être pas le terme, mais vous faites une espèce de mécénat culturel et dont vous êtes fier. Et vous le faites avec la mairie de Saint-Émilion, vous le faites avec la mairie de Libourne, vous le faites peut-être même avec la mairie de Montagne, tous ces lieux qui sont tout autour de votre château. Et très concrètement, Bertrand Duvigneau, dont nous avons fait l'interview ce matin, qui est le descendant de Toulouse-Lautrec, va venir faire une conférence chez vous demain, je crois. Oui, ça j'en suis très fier. Très très fier, oui. Bertrand Duvigneau est le petit-neveu. Ce n'était pas un descendant en ligne directe, mais c'est une Bible, si on peut le dire. Il vit encore chez Toulouse-Lautrec. Sa maison à Albi, c'est la maison de Toulouse-Lautrec. Ouais. Parlez-nous un petit peu de ce château Soutard où nous venons de faire un magnifique repas grâce à votre générosité. C'est 30 hectares, c'est une belle propriété du XVIIIe siècle, mais le château Soutard, c'est aussi de façon voisine 3 autres propriétés, 4 au total, et qui appartiennent, et c'est peut-être un peu moins surprenant, au groupe AG2R La Mondiale, dont vous êtes un des représentants. Est-ce que j'ai bien résumé? C'est tout à fait cela. Tout à fait. Alors, pourquoi ce groupe bien connu a-t-il investi dans les vins Alors ça, c'est une stratégie, c'est une caisse de retraite, et leur objectif, c'est de placer de l'argent là où ils pensent qu'il est bon de le placer. Cette stratégie ne me revient pas, je suis que gérant. Je suis là pour que l'entreprise soit viable et bien gérée. Et vous êtes un grand professionnel du vin, puisque ça fait bien longtemps que vous êtes dans ce domaine, 20 ans dans la maison de négoce Calvé, que tout le monde connaissait, qui a disparu, je crois, en 1979. Donc vous étiez, de toute évidence, la personne la plus qualifiée pour reprendre ce château, ce que vous faites depuis 10 ans maintenant, me semble-t-il. La plus qualifiée, il y en a sûrement d'autres. Je veux dire, Bien en tout sûr. cas, c'est des choses que je fais. Oui, il y en a sûrement d'autres, mais je le fais avec plaisir, vraiment avec plaisir, surtout qu'on a vraiment les moyens. C'est-à-dire que reprendre une entreprise comme Soutard ou comme d'autres propriétés, quand on a des moyens, et des moyens dédiés à la qualité, c'est merveilleux. Je veux dire, donc ça passe naturellement par, avant toute chose, le vignoble, naturellement. Et puis après, il y a les bâtiments qui vont avec, qui pourraient être comme secondaires, mais on considère qu'un bâtiment comme Soutard laisse de bons souvenirs à tous ceux qui viennent et peut-être fidélise ou donne envie de reboire ce bon vin avec d'autres images que celles d'un hypermarché ou d'un caviste. Voilà. C'est une véritable entreprise que la vôtre. Vous avez un restaurant, vous avez 3 chambres d'hôtes que j'ai eu l'occasion de visiter, vous faites des mariages, vous faites des réceptions, Oui. vous faites des colloques. J'ai vu les 2 salles qui sont formidablement équipées. Vous avez là un outil exceptionnel de communication qui a dû tourner un petit peu au ralenti, bien sûr, avec la Covid, Oui. mais qui va repartir de plus belle, à n'en plus douter. Alors le fait d'être partenaire avec Libourne, avec Montagne, etc., c'est unique. Enfin, y a-t-il un rapport avec l'art? Y a-t-il un rapport avec l'accueil, etc. Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a aussi des chambres à Grand-Faury-la-Rose. C'est-à-dire, voilà. C'est vrai. Et sachez qu'ici, on reçoit à peu près 30 000 personnes par an. Il y en a à peu près 16 000 qui sont des visiteurs qui veulent déguster, apprendre à déguster. Mais le reste, ce sont des séminaires, ce sont des repas, ce sont des accords entre mets et vin, et beaucoup d'activités qui sont proches de Montagne, de Saint-Émilion et de Libourne. Avec Saint-Émilion, par exemple, nous sommes ici, le départ et l'arrivée du marathon de Saint-Émilion, les 20 km de Saint-Émilion, c'est à Soutard. Vino Voce, nous sommes le principal on va dire sponsor de Vino Voce, qui est organisé par Saint-Émilion et par nous. Pour les estivales de montagne, nous sommes des partenaires, comme nous sommes un partenaire avec Libourne pour le plus de choses possible. Donc en fait, notre rôle, c'est d'être une entreprise bien dans sa peau, dans un lieu qui est vivant.
Et en 1999, le sort vous a servi. Vous n'étiez pas encore là, mais Saint-Émilion a été classé au patrimoine mondial de l'humanité. Ça, c'est extrêmement important. Oui. Et le château Soutard s'associe, j'imagine, à ce rapprochement. Oui. Est-ce que les gens ignorent, enfin, ou pas ignorent, mais parfois oublient un tout petit peu, c'est que nous sommes classés, bien sûr, vignobles, enfin, les paysages sont classés. Et les paysages étant classés, les conditions que nous avons pour que nous soyons bien notés pour le futur classement intègrent l'accueil. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être que des marchands de vin, on doit aussi accueillir les touristes et faire que les paysages soient agréables. Il faut des jardins, des haies, des murs en pierre. Donc tout cet univers nous incite fortement à être de très bons accueillants. Je ne sais pas ça dire, de très bons amphitryons, comme on disait autrefois. Alors ce classement, on va terminer par là, il va changer bientôt. Je crois qu'il est renouvelé tous les 10 ans. Et il va être renouvelé très bientôt. Vous êtes en Grand Cru classé, vous aspirez à passer en Grand Cru classé A. Grand Cru classé à 50 châteaux, me semble-t-il. Grand Cru classé A, il y en a au total 4. Donc vous espérez faire partie du 5e éventuellement. Non, non, il ne faut pas qu'on soit... faut être très prudent. Mais il y a 14 Grands Crus classés B. Et naturellement, comme tout le monde, on aimerait la qualité. Enfin, je veux dire, on travaille ici de façon. On ne fait que ça. Je veux dire, on ne fait pas du bon vin si le vignoble n'est pas nickel. Donc, autrement dit, les pieds de vigne sont traités comme si c'était un petit rosier. Enfin, chaque pied de vigne est presque connu par un nom. Et on s'efforce d'avoir le plus beau vignoble, le mieux soigné pour avoir les meilleurs vins. Les meilleurs vins, c'est-à-dire les vins qui reflètent la qualité de Saint-Émilion et son terroir, ce que ça veut dire. Et pour ça, il faut être très précis, très médicule, il faut être jardinier, si vous voulez, presque. Il y a un dossier qui est fastidieux à déposer, il y a des vins, des dégustations de vin à l'aveugle, j'imagine, des choses de ce type-là. Donc le vin, naturellement, c'est primordial, ça représente 50-60% des notes, mais il y a 40% des notes qui sont liées à nos méthodes, à nos traitements, à la gestion du personnel, à l'accueil des tourismes. Donc tout ça, c'est des plus qui correspondent parfaitement à l'idée qu'on peut avoir d'un classement UNESCO qui veut qu'on soit des bons accueillants. Résultat des courses, ça sera quand ? Le résultat des courses sera en octobre 22. Je ne dis pas que je n'ai pas un peu de stress. Vous l'aurez, parce que ça doit avoir des répercussions économiques certaines quand on change de catégorie. Oui, sûrement, oui, sûrement. Ça a des économiques. Je veux dire, ben oui, bien sûr, ça a une évidence commerciale évidente. Dernière question, vous avez 70 ans, vous êtes en pleine forme, vous avez encore envie de continuer à travailler, vous êtes le parfait exemple de ce que sera peut-être l'avenir. Je crois qu'on continuera à travailler longtemps. Est-ce que la qualité première qu'il faut avoir pour cela, c'est d'abord la passion qui vous anime certainement ? La passion, et qui est très partagée. Une entreprise comme cela, c'est un partage de passion. C'est-à-dire qu'il faut une équipe. Et par exemple, il faut une entente merveilleuse entre le directeur technique, qui est celui qui fait que la vigne est en grande forme, saine et belle, le maître de chai, qui est celui qui fait les beaux mariages entre un bon fût, un bon cépage, enfin une bonne parcelle, etc. Donc, tout à l'heure, vous m'avez parlé de l'art, c'est très artistique en définitive. Je veux dire, on n'est pas des grands peintres, mais il faut accepter l'idée que l'art fait partie de notre métier. Il y a un côté subjectif, un côté c'est très impliquant. Donc c'est pourquoi c'est un métier passionnant, c'est impliquant pour tout le monde. C'est impliquant pour le responsable marketing qui doit créer des produits pour la boutique, c'est impliquant pour le chef du restaurant qui doit être très créatif et en bonne adéquation avec la propriété, en adéquation avec l'agroforesterie. Donc en fait, l'art fait partie, enfin j'espère, on fait tout pour qu'il soit très partagé. Et le fait de se rapprocher de Libourne quand ils ont des activités comme cela ouvre l'esprit de tous les cadres, de tout le monde en fait. Je vous remercie. On a oublié de le dire, nous sommes dans la bibliothèque, un des lieux culturels par excellence de votre château, Château Soutard, dont l'origine est anglaise, vous nous le rappeliez tout à l'heure. Soutard est un nom britannique, voilà. Parce que ici c'était un petit lieu-dit qui existait du temps des Britanniques. Et Monsieur de Vilaine, vous avez un ancêtre qui a, me semble-t-il, guerroyé avec Charles VII à la bataille de Castillon, me disiez-vous tout à l'heure. Ça, c'est incroyable. Voilà, je suis berrichon et tout l'entourage de Charles VII l'a accompagné. Alors, si j'ai bien compris, un nom anglais avec des Français qui se sont opposés aux Anglais, c'est un petit peu paradoxal. C'est le début des emmerdements. Ouais. On va garder ça pour nous.
Merci Bertrand de Vilaine, le château Soutard, comme ça vous connaîtrez un petit peu mieux si tel n'était pas le cas. Et puis on vous invite à venir y passer un week-end, une soirée, un repas, je crois que vous serez absolument séduit.